C'est chiant. Aujourd'hui, je vous présente un comparatif entre le Coca-Cola et le Coca-Cola Zé. Écoute, tu vas gentiment jeter ces merdes et fermer ta gueule. Si tu as à peu près cette tête-là en regardant ton écran, alors laisse-moi t'expliquer plus en détail les dessous de cette escalade de violence. Mais avant, bienvenue dans les stupidités du feed game. Je pense que tu n'es pas sans ignorer les comparatifs sur Instagram ou ailleurs, mais j'ai l'impression que c'est cette plateforme qui est de loin la plus touchée. Certains comptes se sont faits exclusivement là-dessus et ça commence à un brin m'énerver. Non, je ne suis pas jaloux de tous ces likes et de tous ces followers. Bon, un petit peu quand même, et si vous pouviez vous abonner sur Insta, ce serait pas de refus. En tout cas, ça n'est pas pour ça que je fais cette vidéo. La raison, c'est que cette façon de faire apporte des problèmes assez flagrants. Premier écueil, le faux dilemme. Il y a deux problèmes en un ici. Soit je trouve des produits qui n'ont rien à voir. Ouais, vas-y, compare le jus d'orange fait maison et du commerce. Je pense que même la personne qui n'en a rien à faire de sa santé, si ça existe, sait que le fait maison est au moins 100 fois meilleur. Soit dès qu'ils ont quelque chose à voir, ils sont beaucoup trop proches pour avoir même un intérêt à être comparés. Après tout, le but c'est pas d'en choisir un qui serait meilleur que l'autre. Waouh, des fast-food, c'est vraiment top de recommander ça. Et attention, je ne le blâme pas particulièrement. Après tout, c'est un petit peu comme l'adage le dit, ce que veut le peuple. D'ailleurs, il se rattrape souvent en fin de post en disant « En fait, ces deux produits ne sont pas très bons pour votre santé l'un et l'autre. » Mais de ce point de vue-là, je préfère quand même largement l'approche de Big Will par exemple. Lui aussi fonctionne dans une logique de comparaison, mais l'approche est bien plus déontologique à mon avis. Sauf pour ses objectifs de like, ça c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas, mais pour sa défense, il n'est pas le seul à le faire et c'est efficace pour monter. Pour t'expliquer rapidement, il prend des recettes populaires, souvent de fast-food, et il essaye de les imiter, de les refaire à sa manière, mais en incluant beaucoup plus d'ingrédients, disons, sains pour la santé. Enfin, ça aussi c'est un petit peu flou, et d'ailleurs ça nous fait une transition toute trouvée vers le deuxième écueil, la nutrition hasardeuse. Le problème en nutrition, c'est que comme tout le monde mange, tout le monde croit en sa propre expertise. Pourtant, tout le monde va aux toilettes et j'ai jamais entendu quelqu'un s'autoproclamer proctologue pour autant. Je suis désolé, je vais beaucoup citer ce gars dans ma vidéo, j'ai rien contre lui en particulier, mais il s'avère que c'est un peu le fer de lance de ce mouvement. Pour me faire pardonner, je te donne son nom, son compte, et je t'invite à aller y faire un tour dessus. Vraiment, je te le recommande fortement pour que tu te fasses ton avis et que tu sois pas uniquement influencé par mes paroles. Ce gars est probablement un coach sportif très bon dans son domaine qui est le coaching sportif. Et laissons-lui le bénéfice du doute après tout. En revanche, à quel moment être coach sportif te donne le droit de faire des programmes nutritionnels? J'aimerais d'ailleurs en profiter pour dénoncer ici une partie de la profession que je juge malhonnête. Un coach sportif n'est pas censé te faire un programme alimentaire. Il ou elle peut te donner des conseils, des aliments plutôt à privilégier, à éviter, voire même te faire une espèce de plan au niveau de tes macros, tes calories, mais ça s'arrête là. À la rigueur, c'est possible de faire 2-3 exemples de repas, mais pas un plan calibré au millimètre. Et je suis sûr que tu vois de quoi je parle. Ça, c'est un truc de diététicien ou de nutritionniste, je me perds souvent entre les deux appellations. Bref, pas un truc de coach sportif lambda. Quand on voit à quel point le domaine est compliqué, même les spécialistes mondiaux sont plus ou moins d'accord sur le fait qu'on n'a pas encore les recommandations ultimes, ben je trouve que ça incite à être prudent sur qui croire. Mais je vais te donner quelques exemples afin que tu comprennes mieux où je veux en venir. Les acides gras polyinsaturés, appelés en anglais PUFA, j'utiliserai ce nom, c'est plus pratique, sont en train de se faire sacrément malmener dans le monde de la nutrition. Tu sais, ce sont les oméga 3, 6 ou 9, ceux qu'on te vend en gélules à prix d'or. On les a longtemps considérés comme les bons lipides. Le beurre d'amande pour les bons lipides. Néanmoins, on se rend compte qu'ils sont quand même vachement nocifs dans le corps humain. Ils ralentissent le métabolisme, augmentent la production de radicaux libres, etc. etc. Bref, pas le top. Tout ça vient d'une confusion sur leur caractère d'acides gras essentiels. En gros, on a nourri des rats avec et sans, et on s'est rendu compte que les rats qui étaient sans, bah ils mouraient. Sauf que si t'as bien suivi, ils ralentissent ton métabolisme. Ce qui veut dire que oui, quand tu en prends, tu épuises moins vite les ressources de ton organisme, notamment en vitamines. Et ça, c'est vachement bien quand t'es rationné comme des rats de laboratoire. Mais vit-on à l'heure actuelle dans un monde où on peut se dire rationné? En fait, on a tout intérêt à consommer des graisses saturées qui seront beaucoup plus stables,
mais aussi qui feront turbiner ton métabolisme pour non seulement éviter l'accumulation de masse grasse, mais aussi avoir plus d'énergie au quotidien, cicatriser plus vite, etc., etc. Voire même, je sais pas, mieux te défendre contre les maladies. Alors je sais qu'en disant ça, j'aurai beaucoup de contradicteurs véhéments en commentaire. Donc sont à prendre en compte les faits suivants. À l'heure actuelle, nous n'avons aucune preuve solide que les graisses saturées augmentent le risque d'accident cardiovasculaire. Des études court terme montrent des bénéfices à prendre des oméga 3 qui réduisent l'inflammation, mais à long terme, la mortalité augmente. On attribuerait ces effets anti-inflammatoires transitoires à l'inhibition du système immunitaire. Et oui, si ton système immunitaire est désactivé, il ne s'inflamme plus. Génial, non? Ce serait un peu comme si une baston entre tes potes et d'autres gens arrive, tuer tes potes parce que comme ça il n'y aura plus de baston. Enfin, ralentir son métabolisme peut sembler être une bonne idée si on veut vivre plus vieux. C'est un peu tout le principe derrière la restriction calorique, mais justement les recherches sont beaucoup plus mitigées que ça. Si tu veux aller un peu plus loin pour mieux comprendre, car le sujet mériterait une vidéo entière à lui-même, je te conseille un très bon article de Rémi Masson sur son blog qui regroupe plus d'une soixantaine d'études il me semble, et franchement j'en ai beaucoup appris grâce à lui. Si c'est un peu trop complexe pour toi, il y a toujours ce livre-là qui traite du sujet entre autres. Il est relativement simple mais il est en anglais, ça fait une barrière de la langue. Et sinon, il y a toujours la Nerdy Muscle Review. C'est une revue d'actualité scientifique. Bon, elle est payante, mais le premier numéro est gratuit, je t'invite à aller le consulter. Et ils m'ont offert l'accès à leur service gratuitement à vie. Donc, je ne peux que te conseiller en retour et en remerciement d'aller voir leur contenu parce qu'il est vraiment très intéressant. Et notamment, il y a celui qui a écrit l'article avec les soixantaines de références dedans, Rémi Masson, si je ne l'avais pas déjà cité. Bref, revenons à nos moutons. Que nous conseillent les pros de la comparaison? De privilégier les acides gras insaturés plutôt que saturés, pardi. Je pourrais m'étendre sur plein d'autres trucs. Par exemple, diaboliser le sel, dire qu'il faut privilégier les céréales complètes malgré le fait qu'elles retiennent mieux les pesticides et les antinutriments. Mais ce qui m'ennuie le plus à ce niveau, c'est qu'il y a beaucoup plus d'attention qui est portée sur la composition plutôt que sur les méthodes de fabrication. J'en remets peut-être une couche par rapport à ma première partie, mais le degré de transformation d'un aliment est capital pour savoir s'il est sain ou non. Je te donne une petite appli comme ça qui te permet de voir le score de certains produits en termes de transformation. Je crois que le score c'est le score SIGA. Je sais plus vraiment, et non, ça n'est pas sponsorisé, c'est simplement un truc que j'utilise aussi de temps en temps. En dehors de ça d'ailleurs, il s'agira plutôt d'individualisation par rapport à tes objectifs, et j'en viens au troisième écueil. Un comparatif, mais pour quel objectif? La question à 3 millions de $, et ça me permet de passer sur mes posts détestés, qu'ils soient sur Insta, Facebook ou autre. En plus, je les vois depuis la nuit des temps, j'ai l'impression. Sans rire, je vois ce type d'analogie depuis que je suis en primaire, avant l'invention de Facebook. Les fameux « t'as vu combien il y a de sucre là-dedans ?» Arrêtez avec le sucre. Ça n'est pas une mauvaise substance en elle-même, elle ne fait pas grossir si tu n'en prends pas au-delà de tes quotas caloriques par jour, mais surtout, le sucre est indispensable au bien-être et à la performance physique. Alors ouais, ok, j'aurais plutôt dû dire glucides et pas uniquement le sucre de table. Tu peux trouver tes apports autrement qu'avec le sucrose ou autrement appelé saccharose, mais ça n'est pas un mauvais glucide pour autant. On parle souvent de l'indice ou index glycémique pour justifier que ce qui a un goût sucré n'est pas bon pour la santé. En gros, plus léger d'un aliment est haut, plus le pic d'insuline qui suivra son ingestion sera balèze et risquera de te provoquer de l'hypoglycémie qui pourra se traduire en résistance à l'insuline à long terme et du coup en diabète. Sauf que les plus hauts IG sont monopolisés par le pain, le riz, les céréales commerciales. Le sucre de table, lui, est considéré comme modéré. En gros, si tu rajoutes du sucre pur à du riz à cuisson rapide, eh bien tu t'en sors mieux en termes d'index glycémique. Alors ouais, les céréales complètes ou intégrales, c'est pas le cas. Mais comme on l'a déjà vu, c'est peut-être pas non plus génial. Et tu sais ce qui a un des index glycémiques les plus bas? On est à 10, c'est ridicule. Le fructose, qui a un pouvoir sucrant encore plus important que le sucre de table. Bref, dire il y a l'équivalent de 40 sucres là-dedans, ça ne devrait pas se traduire en oh mon dieu, je vais bannir ça de mon alimentation. Mais plutôt, je vais plutôt le consommer autour de mes entraînements et ne pas manger que ça, puisqu'il y a d'autres macros aussi. Là, j'ai pris le sucre parce que c'est pour moi l'exemple le plus parlant, mais ça peut être aussi le cas pour tous les nutriments. Il n'y a que peu de à bannir. Il y a surtout du
à savoir utiliser au bon moment. Ah, et je vois encore venir les contradicteurs, donc voici quelques arguments supplémentaires. Oui, le sucre est essentiel à la performance, il n'existe aucune étude montrant qu'on a des résultats supérieurs sans qu'avec. La seule où il y a eu une amélioration, c'était après avoir fait une diète cétogène pendant quelques jours et en rapport avec le poids du corps. En gros, il y a eu les mêmes perfs avant et après la diète, mais les gens avaient perdu du poids. Donc, ils ont fait de meilleures performances par rapport à leur poids de corps après. On a considéré que c'était un progrès, mais il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques parce que autant ça peut être le cas par exemple sur des exercices de force, mais quand on parle de vélo, oui, le sucre est d'ailleurs essentiel tout court et je te renvoie encore une fois à la Nerdy Muscle Review avec un article de l'excellent Huge ou Hugo Martinez, il me semble, pardon si j'écorche ton nom. Il en parle beaucoup mieux que moi. Bref, que faut-il retenir de tout ça? Eh bien que les comparatifs, c'est selon moi un véritable attrape-nigo. Achète-toi 1 ou 2 bouquins de nutrition. Ceux-là là d'ailleurs, les liens sont en description. Et tu sauras lire toi-même les étiquettes des supermarchés. Si ça te tente, je pourrais faire d'ailleurs une vidéo sur tout ce qu'il faut savoir en termes de décryptage. Enfin, ce que moi j'en sais et ce à quoi moi je fais attention. N'hésite pas à le dire en commentaire. Encore une fois, si la vidéo est très demandée, elle viendra plus vite. Si tu veux m'encourager à continuer les vidéos, abonne-toi, like, partage, commente, ça m'aide beaucoup. Tu peux aller encore plus loin en me faisant un petit don sur Utip ou Tipeee. C'est toujours apprécié, mais c'est vraiment pas obligatoire. Tu peux venir sur le Discord et discuter avec toute la communauté. Je suis très souvent là et j'essaye d'être actif au plus possible pour aider tout un chacun. Tu peux aussi venir me suivre sur Instagram et je donne des conseils pas trop mal dessus. Prends soin de toi. Et à la prochaine. J'ai rien contre Dafit, je suis sûr qu'il essaye de faire les choses de la façon la plus correcte possible, donc je ne veux pas d'insultes, que ce soit dans les commentaires ici, ou même sur sa page, ou le traité d'arnaqueur ou quoi que ce soit du style.